Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce journal. La caravane de la solidarité continue sa tournée dans le nord du pays. Et aux nouvelles mondiales, un réchauffement planétaire de plus de 1,5 degré Celsius sur 12 mois consécutifs. Les détails dans ce journal de ce soir. Ce mercredi 7 février 2024, l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti a lancé une exposition bilatérale qui met en avant les 127 ans d'amitié entre les deux pays frères. L'exposition, qui utilise les archives de l'ambassade sous forme de photos, de documents et de vidéos, est la première du genre depuis l'installation de la représentation diplomatique éthiopienne en 1897. Les relations entre l'Éthiopie et Djibouti sont parmi les plus anciennes et les plus solides que l'Éthiopie a établies avec les pays de la région. C'est en 1897, sous le règne de l'empereur Ménélik II, que l'Éthiopie a ouvert son premier consulat à Djibouti, marquant ainsi le début des relations officielles entre les deux pays. L'exposition a pour but de valoriser l'histoire diplomatique de l'Éthiopie, ses progrès diplomatiques actuels et ses perspectives pour des engagements futurs avec Djibouti, de reconnaître l'histoire diplomatique de l'Éthiopie et de Djibouti et leur potentiel pour des engagements diversifiés à l'avenir, mais aussi d'apprécier les réalisations de la diplomatie éthiopienne jusqu'à maintenant dans le renforcement des relations avec Djibouti. L'exposition est destinée aux diplomates, aux secondes générations, aux chercheurs également et à tous ceux qui désirent examiner la mission principale de l'ambassade pendant les 127 dernières années. On écoute le président de la Chambre de commerce qui était présent à cette occasion. Voici ses dires. Je suis très honoré de prendre la parole en ma qualité de premier du secteur privé de Djibouti, de la relation commerciale, économique et commerciale entre l'Éthiopie et Djibouti. Je témoigne de cette relation depuis un certain temps que le commerce et l'interaction entre l'Éthiopie et Djibouti ne fait qu'agrandir. La raison pour laquelle Djibouti aussi se développe aux côtés de notre pays frère que l'Éthiopie. Je voudrais encore une fois féliciter l'ambassadeur Berhanu d'avoir pris l'initiative de nous réunir ce matin ici pour que nous puissions avoir une journée de fraternité et surtout d'exposition pour que nous puissions échanger ensemble. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les invités, je voudrais vous dire que au niveau de la relation commerciale que je témoigne ici, depuis 1907 que la Chambre de commerce a été créée, le premier partenaire naturel de Djibouti étant l'Éthiopie. Nous avons beaucoup d'intérêts communs, nous avons beaucoup de commerce à développer, beaucoup de barrières à lever, barrières qu'elles soient tarifaires ou barrières douanières, pour que nous puissions un jour arriver à travailler en fluidité pour que nos opérations commerciales se passent parfaitement. Actualité à une de ce journal, la caravane de la solidarité organisée dans la semaine dédiée à cette cause poursuit son périple dans les régions du nord du pays. Ce jeudi 8 février 2024, la délégation conduite par la ministre Loufé Ismaël Abdo s'est trouvée à Obok et notamment dans la localité de Alaïli Dada, située à plus de 100 km du chef-lieu. Sur place, la population a réservé un accueil chaleureux à la ministre et son staff ainsi qu'aux autorités locales, dont le préfet adjoint Mohamed Awad et le président du conseil régional, M. Mohamed Ahmed. Comme il est de coutume dans cette contrée, le convoi a été accueilli à l'arrivée par des hommes à dos de dromadaires. La semaine de la solidarité étant une période consacrée essentiellement à la rétrospective afin de mesurer l'impact des programmes et projets en faveur de la population, il était ainsi primordial d'aller à la rencontre de la population afin de déterminer leur degré de satisfaction.
C'est pourquoi la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oulouf Ismail, a eu des rencontres avec les habitants de la sous-localité et les responsables de la région ont remercié d'emblée le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et l'ADDS pour les différentes actions menées dans la région de Bok et en particulier dans cette zone reculée. Améliorer les conditions de vie des populations nécessite des interventions ciblées en fonction des besoins de communauté. C'est pourquoi le point fort de ces discussions a été la prise de parole des hommes et des femmes de Alaïlou qui ont souligné à tour de rôle les avantages des programmes du ministère pour aider les plus démunis et les aider à sortir de la précarité. Ils ont remercié l'ADDS pour la mise en œuvre des programmes et n'ont pas manqué de rappeler les difficultés auxquelles ils sont confrontés et ont demandé qu'on leur apporte leur appui nécessaire. Les élus de la région de Bok, la députée Fatouma Mohamed Hamadou et le président du conseil régional, M. Mohamed Hamed, sont intervenus au cours de cette rencontre de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités avec la communauté. La députée et le président du conseil régional ont tout d'abord remercié la ministre pour toutes les réalisations et l'intérêt qu'elle porte aux populations en zone éloignée dans la mise en œuvre de la politique sociale du président de la République, El-Hadj Ismaël Margueli. Les représentants de la population ont également exprimé leur reconnaissance pour l'accueil exceptionnel mis en place en faveur de la délégation. Nous avons toujours joué notre rôle de lien entre vous et les autorités, mais aujourd'hui, vous avez l'opportunité de faire part de vos préoccupations directement à la ministre, alors n'hésitez pas à la saisir, en dit la députée et le président du conseil régional. Et donc des échanges ouverts et francs ont eu lieu durant cette rencontre entre la ministre et les habitants de cette contrée. Prenant la parole, la communauté réunie sous l'arbre où elle échange traditionnellement a tout d'abord exprimé ses remerciements au ministère des Affaires sociales et des Solidarités, mais aussi à l'ADDS pour la concrétisation de plusieurs projets axés essentiellement sur l'accès aux services sociaux de base. Différents sujets ont été ainsi soulevés par les hommes et femmes d'Alaïlou. Il s'agit entre autres de la route menant au village et ses environs, une piste en piteux état qui empêche la population d'échanger avec quiconque en dehors du village. Puis le problème des structures de santé, de l'agriculture, de chômage et un manque de formation pour les jeunes filles qui aimeraient se lancer dans des activités génératrices de revenus. Voici la réaction de la ministre Oulouf Ismail Abdou. On écoute ses dires. Les autorités régionaux et la députée, comme ils l'ont bien expliqué, c'est la semaine nationale de la solidarité. Et dans ce cadre, le président nous a vraiment recommandé et exhorté d'ailleurs d'aller voir la population, mais pas seulement la population accessible, même la population la plus éloignée. Celle, comme vous l'avez dit, est située à la frontière. C'est ceux-là même qui sont prioritaires pour qu'on vienne écouter leurs doléances. Plus la localité elle est éloignée, et plus je suis contente de venir. Et je suis très contente de venir à Alaïli Dada. Et vous m'avez également invité à aller à Adgeno. Inch'Allah, je vais y aller, Inch'Allah. La bonne nouvelle, c'est que dans le nouveau projet, où il y aura, Inch'Allah, 80 DCC, c'est les infrastructures sociales de base, mais qui sont conduites par la communauté. Sur les 80, pour la région de Bok, Alaïli Dada sera une priorité pour le ministère, Inch'Allah, et pour la DDS. J'ai noté également le local communautaire pour les jeunes filles qui voulaient faire de l'artisanat. Et ça, Inch'Allah, ce sera en partenariat avec l'Union nationale des femmes du Djibouti. Donc je vous présente Madame Roukia, qui est la représentante de l'UNFD. Elle a été mandatée par la Première Dame pour venir écouter les doléances spécifiquement des femmes et des filles. Et Inch'Allah, c'est avec eux qu'on exécute ça pour la formation professionnelle. La députée Fafi également a dit que l'antenne de l'UNFD de Bok pourrait vous aider. Et Inch'Allah, vous aurez non seulement le local communautaire, mais également les formations professionnelles et tout le savoir-faire via l'UNFD, biiznillah. Je vais aborder maintenant les caisses. Il y a deux caisses, comme je l'explique à chaque fois. Il y a une caisse qui est pour les jeunes, pour ceux qui veulent entreprendre, pour ceux qui veulent profiter. On va rapprocher les CPEC jusqu'aux localités et on l'a fait maintenant un peu partout. Ces caisses, Inch'Allah, pour rien qu'Alaïli Dada, on peut agrandir. Ces caisses d'épargne et de crédit sont des caisses qu'on débute avec 1,2 million, mais elles sont extensibles. Si vous avez besoin, l'essentiel c'est que vous remboursez et on va les élargir. Donc on va établir, Inch'Allah, la caisse de proximité.
Et Inch'Allah, la DDS également avec les CPEC qui vont faire les sensibilisations, les formations. Ils ont fait beaucoup de travail dans les GEA. La deuxième caisse, c'est la caisse de solidarité nationale. Cette caisse, on va mettre à votre disposition. Cette caisse de solidarité, ce que le gouvernement fait et veut, et c'est la politique du président de la République, c'est pouvoir aider la population. Quand vous avez besoin de quelque chose d'urgent, c'est vite l'utiliser. Ce qu'on demande seulement, c'est un plus, c'est de temps en temps également pour ceux qui peuvent alimenter pour que cette caisse ne puisse pas se vider. Et on va mettre, Inch'Allah, 500 000 sur la nouvelle caisse de solidarité nationale. Durant cette journée, la ministre Loufa a été agréablement surprise quant à l'organisation et au fonctionnement de ce village, situé dans une zone montagneuse et difficile à l'accès. Les habitants d'Alaïli Dada ne cessent d'innover, de mettre en place des stratégies afin de subvenir aux besoins de tous, surtout dans le domaine agricole, raison pour lesquelles des potagers où sont cultivés fruits et légumes sont un peu partout dans le village. Une façon de rester unis et solidaires, même durant les périodes les plus difficiles. Après Ali Dada, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, accompagnée de ses équipes, s'est rendue dans la localité de Wadi, à 45 km du chef-lieu d'Obok. Le président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, des parlementaires Ali Ahmed Hassan, Kamil Ahmed et Fatima Mohamed, le préfet adjoint également, Mohamed Awad, et la représentante de l'UNFD faisaient également partie de cette délégation. À l'instar des autres localités visitées, un accueil des plus chaleureux était au rendez-vous. Durant son séjour à Wadi, la ministre Loufa a rencontré les hommes et femmes de cette localité. Plus de détails concernant cette information dans nos éditions de demain, Inch'Allah. Et donc, la caravane de la solidarité organisée dans la semaine dédiée à cette cause poursuit son périple dans les régions de l'intérieur. Recap sur leur périple. Voici la ministre. Cette semaine nationale de la solidarité nous permet de se rapprocher plus de notre population, de voir de quoi ils ont besoin et également de savoir est-ce que nos programmes et nos projets que nous avons exécutés sont bien menés et sont bien exécutés et qu'ils satisfassent également à la population. Alhamdulillah, nous sommes donc, comme vous l'avez dit, à la troisième étape qui est la troisième région après Ali Sabié, Dikil. Aujourd'hui, on est sur Arta. Donc, nous sommes vraiment très contents. Donc, c'est vrai qu'il y a une constante de cette tournée où nous annonçons un certain nombre de choses qui sont déjà préétablies et qui sont déjà prévues par notre agenda. Et bien sûr, au fur et à mesure, comme vous l'avez vu, chaque région avait des doléances un peu particulières. Donc pour ce qui est de la constante, c'est que le ministère, comme il est orienté vers l'autonomisation, donc cette année, nous avons mis vraiment le cap sur les caisses rurales d'épargne et de crédit, c'est-à-dire c'est rapprocher vraiment les CPEC, comme vous l'avez entendu le président de la République lors du lancement, c'est vraiment rapprocher l'épargne et les crédits, les caisses d'épargne et de crédit aux populations rurales. Et donc c'est ce que nous avons fait maintenant, d'abord à Dikri, puis à Béad, puis après à Dikilville, vous avez vu les GEA. Puis après, on avait mis le cap sur Koutabouya et puis sur Sankal. Et sur ces quatre rurales, le milieu rural, en fait, ces quatre villages du rural, nous avons vraiment mis en place donc, les caisses d'épargne et de crédit qui nous tenaient vraiment à cœur parce qu'on souhaitait que les communautés développent un peu leur activité génératrice de revenus et qu'elles puissent avoir les moyens, en fait, de développer donc, leur savoir-faire. Ça, c'est la première chose que nous avons à chaque fois annoncée. Il y a également, comme vous l'avez suivi également l'année dernière, c'est vraiment élargir les caisses de solidarité d'une manière générale. Comme je l'ai expliqué dans mes différentes interventions, les caisses de solidarité, on ne souhaitait pas que la population se déplace pour des petits besoins. Donc ce qu'on a voulu, c'est leur rapprocher vraiment l'aide du gouvernement pour qu'ils puissent eux-mêmes être conscients et d'ailleurs gérer cette caisse, mais en même temps l'alimenter au fur et à mesure. Et cette caisse va leur permettre vraiment une résilience. Et puis après, si le besoin est encore plus grand, bien sûr, c'est là où nous interviendrons. La troisième chose que nous avons donc cette année comme nouveauté, c'est comme vous l'avez vu, on a fait la pose de première pierre à Ali Sabié, à Dikil. C'est vraiment notre siège social, mais en guichet, on dirait guichet unique ou guichet intégré, où il y aura tous les services. Pour l'instant, nous sommes domiciliés dans les conseils régionaux de chaque chef-lieu. Et là, on aura notre propre siège. On pourra mieux servir la population. On pourra avoir un service public vraiment bien établi et qui est toujours à l'écoute des populations.
Cette pose de première pierre, elle concerne également les guichets intégrés, comme je le disais, mais également les stockages de proximité, les lieux de stock de proximité. Pourquoi? Parce que vous avez vu avec Covid, avec Sagar, avec tous les chocs exogènes et endogènes qu'on peut subir, nous serons beaucoup plus près et beaucoup plus rapide dans notre action d'aide à la population. Et ça nous éviterait de ramener des camions de denrées de première nécessité à partir de la capitale. Donc voilà, ça aussi, c'est vraiment une grande fierté que nous puissions avancer sur ça. Donc ça, c'était 3. Et le 4 de notre constante de notre politique et qu'on est en train de faire la tournée dans les chefs-lieux, c'est notre collaboration et notre partenariat avec le ministère de la décentralisation à travers les conseils régionaux. Donc nous avons souhaité que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, en collaboration bien sûr avec tous les conseils régionaux, que nous puissions créer au même titre qu'Ali Sabier. Vous avez dû le voir, Avas, c'est l'agence des voiries d'Ali Sabier. Et donc au même titre également que l'OVD de la capitale, il fallait que chaque région également puisse avoir sa propre agence de ramassage d'ordures pour rendre la ville plus attractive, chaque ville et chaque chef-lieu plus attractif. En même temps, il y a des femmes qui travaillaient dans ça. Ce n'est pas de les garder à la maison ou de leur faire perdre leur emploi, mais au contraire, c'est de les organiser, de créer une agence en bonne et due forme et qu'elle devienne une personnalité juridique en tant que telle et qui est rattachée à chaque conseil régional. Donc toujours dans la lutte contre la pauvreté, toujours dans l'autonomisation des populations et des ménages et des communautés. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités était vraiment enchanté de mettre en place ce projet qui était également à la demande des régions. Moi, je suis très contente et j'ai remarqué une seule chose, c'est qu'au début, on avait la crainte que les populations et d'appréhension que les populations n'acceptent pas qu'on arrête les filets sociaux. Enfin, bien sûr qu'on ne va pas les arrêter complètement, mais qu'on diminue les filets sociaux pour augmenter l'autonomisation. On pensait que ça n'allait pas prendre et nous avons constaté, machallah, que nos populations, surtout le milieu rural, c'est des personnes vraiment très résilientes et conscientes du défi qui est le leur. Et c'est pour ça qu'on était très contents, vous l'avez entendu vous-même, à Dikri partout à Sankal, à Koutabouya, où ils se disent, d'accord, moins de filets sociaux, mais nous, l'essentiel, c'est qu'on puisse avoir des prêts, qu'on puisse avoir des fonds qui puissent développer, qui puissent nous aider à développer notre activité. Ça, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti et j'étais très contente. Et bien, comme vous avez dû le suivre, normalement, ces activités, vous avez vu là tout à l'heure quand on était tout de suite à Omar Jaga, les CREC avaient déjà existé. Ça veut dire qu'on les a déjà installés il y a 6 mois. Et là, on est venu, au fait, écouter si ça a marché. Mais bien sûr, les CREC, elles ont existé dans 12, 13, 14 localités. Et vous-même, vous savez qu'il y en a 200 et quelques. Donc, en fait, l'objectif, c'est qu'on continue. C'est vrai qu'on ne pouvait pas commenter directement avec 272 localités, donc nous en avons commencé. D'ailleurs, il y a 25 CREC qui ont été créés avant la semaine, donc bien avant, ça fait 6 mois que nous avons instauré le système des CREC, et là, ça se développe. La semaine, ce n'est qu'une étape pour, si ça existe, d'écouter comment ça se passe, et si ça n'existe pas, de l'annoncer et de le créer. Voilà. Sport à présent, toujours au nord, la première édition tant attendue de la Coupe des régions a débuté en Abetose ce jeudi à Dalayaf, rassemblant des équipes venues des 5 coins du pays. Dès le coup d'envoi, l'ambiance électrique sur le terrain a annoncé une compétition féroce et des moments mémorables à venir. La seconde journée, ce vendredi, a été marquée par la présence distinguée du secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, qui a exprimé son soutien et sa fierté envers les participants et les organisateurs de cet événement sportif majeur. En football, 2 des meilleures formations de cette édition, Obok et Diki, se sont distinguées tout au long du tournoi, naviguant avec aisance à travers les phases du groupe jusqu'à atteindre les phases éliminatoires. Mais la compétition ne se limite pas au football. En athlétisme, c'est la région d'Ali Sabier qui a fait sa loi, décrochant la première place au classement général devant Dalayaf et Dikil. Quant à la pétanque et à la natation, la région d'Obok s'est illustrée avec la manière dominant ses adversaires avec une assurance impressionnante. Leurs compétences techniques et leur détermination étaient la clé de leur succès, faisant de leur région un adversaire redoutable dans ces disciplines.
En partenariat avec le secrétariat d'État et au sport, oui. Asakuna Namahaito Hairo tournoi Kai Digremi, finaliste Nano, Kimale Hairo. On écoute. On écoute le secrétaire général de l'association ITRO. Voici ses propos. Autre actualité nationale, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès des Émirats Arabes Unis, son Excellence M. Moussa Mohamed Ahmed, a été reçu par le docteur Tarifa Al-Zabi, directrice générale du Centre international d'agriculture biosaline, au siège du 10 centre à Dubaï. Lors de cette audience, le docteur Al-Zabi a manifesté son intérêt à visiter Djibouti au mois d'avril 2024 pour discuter et étudier avec les autorités concernées les moyens de collaboration afin de transférer l'expérience du centre dans le domaine de l'agriculture biosaline et de trouver des cultures qui utilisent des techniques d'irrigation avec l'eau saline et qui pourraient s'adapter avec le changement climatique. À Djibouti, ville à présent, le lycée de Galabatal a fêté ses 20 ans d'existence et de qualité lors d'une cérémonie organisée le mardi 6 février 2024. La cérémonie a réuni les élèves, les enseignants, les parents, les anciens diplômés et les autorités éducatives du pays. Le lycée a été créé en 2003 avec pour objectif principal de contribuer à l'édification du système éducatif djiboutien en offrant une formation de qualité aux élèves. Pour garantir cette qualité, le lycée a mis en place des mesures telles que la limitation du nombre d'élèves par classe à 30, l'offre des meilleures conditions de travail aux enseignants, l'encadrement pédagogique des professeurs, la maîtrise des flux scolaires et l'extension de l'établissement grâce à l'autofinancement. Le lycée Galabatal compte aujourd'hui 1350 élèves répartis du primaire au secondaire. Il propose des filières générales et techniques ainsi que des options linguistiques et sportives. Il se distingue par ses résultats scolaires, ses activités parascolaires et son ouverture sur le monde. Il est reconnu comme un établissement de référence dans le paysage éducatif djiboutien. La cérémonie s'est clôturée par la remise des diplômes des participants. Les participants ont exprimé leur fierté, leur satisfaction d'avoir fait partie de l'aventure du lycée Galabatal. La limite, on est encore devant. Merci, ambassadeur. Monsieur Mohamed Hussein, on va... représente la 9e de vainqueur. Le directeur général de cet établissement a dans son discours remercié tous les acteurs qui ont contribué au succès du lycée. Il y a 20 ans, notre objectif principal était de contribuer à l'unification de notre système éducatif en créant un établissement de qualité pour accompagner sa réforme importante, son expansion sans précédent, qui ont suivi les états généraux de l'éducation nationale de décembre. Pour garantir cette qualité, nous avons décidé, dès la conception du lycée, de limiter le nombre d'élèves par classe en gardant la surface de salle des classes à 40 mètres carrés. Nos classes ne pouvaient donc pas contenir plus de 30 élèves. Nous nous sommes efforcés aussi à offrir à nos enseignants les meilleures conditions de travail dans un cadre fonctionnel et des équipements pédagogiques modernes. Nous leur offrons aussi un encadrement pédagogique qui nous a permis de former nos propres enseignants et de les retenir malgré la concurrence du public
qui leur donne une carrière de fonctionnaire tant prisé chez nous. Nous accordons également une importance à la maîtrise des flux scolaires. On n'est pas cédé à la demande des parents à chaque rentrée scolaire. La croissance de nos effectifs reste maîtrisée. Nous avons mis 20 ans pour atteindre notre effectif de 1350 élèves. Nous nous engageons à poursuivre nos efforts dans cette voie et à continuer d'investir sur la qualité et la modernisation de nos apprentissages en vue de maintenir les niveaux d'excellence de notre établissement ainsi que sa très bonne réputation. La célèbre émission Jeep Talent, produite par la RTD, la radio-télévision Djibouti, en collaboration avec le ministère de la Culture, fidèlement attendu chaque jeudi soir, a encore une fois captivé son public hier soir, le 8 février 2024. Diffusée en direct depuis les studios numériques, cette émission a été marquée par le 16e tour, mettant en compétition 9 candidats et candidates pour le titre de meilleure voix lors de cette 12e édition. 12e soirée. Suite aux performances sur scène de 9 sélectionnés jugés par un jury, le vote du public via SMS devront être choisis pour accéder au 8e de finale, à savoir Mohamed Ibrahim pour la chanson Somali et Aden Ibrahim pour la chanson Afar. La soirée a été animée par des artistes de la RTD avec une touche humoristique apportée par les 2 humoristes de la troupe Afar. waxay u aragtaa kuna ka gooyaa waxay aragtaa kuna ka gooyaa. Après vérification du processus et du résultat final qui sont déroulés dans de bonnes conditions et dans la transparence, voici le gagnant de la 13e soirée du 16e de finale du concours Jeep Talent 2023-2024. Monsieur Mohamed Ibrahim Sougé. Avec 15,42 sur 20. Monsieur Aden Mohamed Ali.
دن ونعي مغنما يا سلام لويسي فاتو سيني قلتو سيني ساي مريكا انا مهكا فاتو سيني قلتو سيني ساي مريكا انا مهكا Le préfet de Tadjoura, M. Mohamed Abbas, et le président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, sont tenus une rencontre avec l'ambassadrice de France à Djibouti et le représentant du PNUD et du PAM au ressort Gadilé. Initié pour le développement local intégré et soutenu financièrement par le programme des Nations Unies pour le développement, ce projet va mettre en lumière le savoir-faire contribuant ainsi au dynamisme de l'économie locale et à la génération de revenus de la population. Le préfet Mohamed Ahmed a remercié l'ambassadrice de France à Djibouti pour l'initiative louable et son profonde gratitude envers le PNUD, acteur majeur de ce projet novateur. Ensuite, toujours à Tadjoura, un atelier a été organisé par l'association djiboutienne de l'évaluation ADE sur l'utilité de la culture et la pratique de l'évaluation. L'ADE a poursuivi sa mission en se rendant dans le chef-lieu de Tadjoura. L'équipe, composée de hauts cadres de la fonction publique et des spécialistes du suivi et de l'évaluation, a été chaleureusement accueillie au conseil régional de Tadjoura. L'objectif principal de cet atelier était de sensibiliser les acteurs clés de la région sur l'importance cruciale de la pratique de l'évaluation dans la mise en œuvre des programmes, des projets et des actions publiques. Cet atelier a non seulement permis de partager des connaissances et d'expériences précieuses dans le domaine de l'évaluation pour une meilleure gouvernance et des résultats plus efficaces dans le développement socio-économique du pays. Qui porte sur les évaluations pour les associations. Quand on parle des évaluations, il faut savoir que tout ce qu'on fait doit être évalué afin de voir comment évolue le travail qu'on fait. Donc sans être un atelier où il y aura une formation académique, ce seront les objectifs principaux qui seront mis en relief afin que vous puissiez non seulement bénéficier, je déclare ouvert l'atelier. C'est dans le cadre de la campagne de détection des jeunes talents qu'une équipe de techniciens se trouve depuis jeudi dans la région de l'unité à Dikil. Ils ont eu l'occasion de rencontrer et discuter avec le préfet de la région de Dikil, M. Hassan Abdi Roble, et le président du conseil régional, M. Mohamed Hussein. Dans la matinée du jeudi, le chef de la délégation de la FDF, M. Mohamed Ali, et directeur technique accompagné technicien, M. Mohamed Younis et Ilyas, ainsi que du coach de la FIFA, Sébastien Duc, a rendu une visite de courtoisie au préfet de la région. La rencontre s'est déroulée en présence du président de la Ligue régionale de football, l'inspecteur de l'éducation nationale pour la région et de l'ancien président du conseil régional. On écoute la réaction du préfet de la région d'Idikil.
Nous avons reçu une délégation de la Fédération djiboutienne de football. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la campagne d'identification et de sélection des jeunes talents footballeurs dans la région de Dikil. Cette détection et cette sélection a commencé hier, le 1er février, et se poursuivra jusqu'à aujourd'hui dans l'après-midi. Les jeunes talents footballeurs sélectionnés recevront une formation et un encadrement de la Fédération de football. Les meilleurs d'entre eux rejoindront l'Académie d'excellence du football à Djibouti. Cette campagne ou ce programme contribuera significativement au développement du football dans la région de Dikil en particulier et dans les pays en général. Nous remercions infiniment le président de la Fédération de football djiboutienne et son staff d'initier ce projet qui est si important pour notre jeunesse, qui contribuera à lutter contre les drogues ou l'oisiveté et qui développera le football djiboutien. Je vous emmène dans la région Assadjoug où l'autorité intergouvernementale sur le développement a organisé un atelier d'évaluation rapide des droits de l'homme et des obstacles liés au genre pour l'accès aux services de TB dans les camps, installation des réfugiés de la région de Ligad. Cette consultation nationale qui s'est déroulée à l'hôtel Palmeret de la ville Assadjoug a vu la participation du préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, M. Shamark Hassan Alale, Mme Fathiya Abakar Alouane, directrice de la division de la santé et du développement social. Cette réunion de validation de l'étude est une première dans ce domaine qui a été menée conjointement par l'IGAD, le ministère de la Santé et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 2023 dans le cadre du projet de l'IGAD financé par le Fonds mondial. De cette importante réunion qui est consacrée à la revue et aussi à la validation de l'étude visant à déterminer les obstacles dans les domaines du genre, des droits humains, en fait, qui freinent bien sûr l'accès des réfugiés aux services de soins dans la lutte contre la tuberculose dans les camps de réfugiés en République du Djibouti. Donc la présente étude, qui est aussi une première dans les domaines, a été aussi bien sûr menée conjointement par l'IGAD, le ministère de la Santé et aussi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 2023 dans le cadre du projet qui est financé par le Fonds mondial. Une fois validés, les résultats de la présente étude ainsi que les recommandations que vous allez faire à l'issue de cette rencontre ici à l'ISABI seront aussi officiellement adoptés et communiqués aux différents, comme on dit, policiers organes de l'IGAD. Et voici l'intervention, un extrait de l'intervention du préfet. Cette étude a été financée par l'IGAD afin de permettre au ministère de la Santé de mieux connaître la situation et les problématiques qui peuvent régir dans le domaine de la santé. Donc, nous remercions l'IGAD pour cette action. Et l'IGAD accompagne en général les régions de l'IGAD pour les aider un peu à faciliter et à permettre le développement des régions de l'IGAD. Donc, c'est vraiment un appui important pour la région et pour le pays. Et le fait d'avoir choisi la région, le fait d'avoir déplacé cet atelier ici dans la région de Ali Sabih nous réjouit, Madame la Directrice, permettra aussi aux gens qui sont ici et aux autorités de la région qui abritent le camp le plus important des réfugiés dans la région de Ali Sabih, de mieux connaître, de mieux s'acquérir, de mieux s'approprier des actions qui se déroulent effectivement dans notre région. Et je déclare sur cet atelier ouvert. Aux nouvelles mondiales, je vous le disais dans le titre, janvier 2024 a ainsi été le mois de janvier le plus chaud de l'histoire mondiale des relevés, avec une température moyenne de 13,14 degrés Celsius
en hausse de 1,66 degrés Celsius par rapport à la fin des années 1800, soit avant l'ère pré-industrielle. Le précédent record pour un mois de janvier daté de 2020, un record mensuel battu pour le 8e mois consécutif, soit depuis juin dernier. Pour la première fois, la température mondiale a dépassé une température de 1,52 degrés Celsius, plus élevée que les niveaux pré-industriels sur 12 mois consécutifs, de février 2023 à janvier 2024, selon l'Observatoire européen Copernicus de l'Agence spatiale européenne. Il s'agit de la moyenne de température mondiale sur 12 mois la plus élevée jamais enregistrée. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.